Sixième et dernière vidéo autour du livre L'homme et son évolution possible de Piotr Demanovitch Ouspensky. Ce livre fait évidemment référence à l'enseignement de Georges Ivanovitch Gurdjieff, que l'on appelle la quatrième voie. Je ne vais pas résumer comme je le fais habituellement les vidéos précédentes. Il s'agit de la conclusion et même plutôt d'une conférence additionnelle. Et si vous voulez une vidéo pour comprendre l'ensemble du livre sans regarder toutes les vidéos de la série, il y en a 5 autres, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Je fais un résumé et où vous aurez une vision à peu près globale du livre. À peu près, puisque je ne fais un résumé que des idées qui sont importantes pour saisir la dernière conférence. Je vous mets le lien en haut à droite de votre écran et s'il n'apparaît pas, il sera de toute façon dans la description. Je vous invite, si le sujet vous intéresse, à regarder toute la série. Je vous mets la playlist en haut à droite de votre écran ou dans la description. Et si vous cliquez sur le lien qui est dans la description, vous arriverez directement à la première vidéo sur ce sujet, dans lesquelles j'aborde cet enseignement capital en explorant un peu plus et en faisant des liens avec ma propre pratique et avec l'énéagramme dans toutes ses dimensions. Si vous cliquez sur le lien en haut à droite, vous risquez de tomber d'abord sur le film qui retrace la vie de M. Gurdjieff, qui s'appelle « Rencontre avec des hommes remarquables », qui est tiré de son livre éponyme, et je vous conseille vivement de regarder ce film. Idéalement, de lire toute la série, dont ce livre n'est que la deuxième partie. Et il est vivement recommandé de commencer par le début, Récit de Belzébuth à son petit-fils. Cette série qui se termine par le livre La vie n'est réelle que lorsque je suis est inachevée. Ce dernier livre s'arrêtant en plein milieu. On prétend que M. Gurdjieff aurait détruit son travail. D'autres personnes prétendent que la Fondation Gurdjieff aurait gardé ces aspects. Je vous renvoie vers les livres de Nicolas Teretchenko. Pour ma part, je n'en sais rien. Ceci étant dit, ce dernier chapitre, qui constitue la 6e conférence, qui, je le répète, est plutôt une conférence additionnelle, est essentiellement constitué, après une courte conférence, de questions et de réponses. Et nous allons passer directement au sujet après le générique. Bonjour à toutes et à tous, nous allons passer directement au sujet de cette dernière conférence. J'ajoute que la prochaine vidéo sera un résumé de toutes ces conférences. Si vous n'avez pas encore regardé ces vidéos, vous aurez accès à un résumé qui sera évidemment moins détaillé, mais plus complet que chaque vidéo prise indépendamment. Ouspensky parle dans cette première petite conférence du livre qu'il était en train d'écrire et qui est aujourd'hui devenu la référence de la quatrième voie, qui s'appelle Fragments d'un enseignement inconnu. C'est évidemment le titre français. Le titre anglais est, il me semble, In Search of the Miraculous, à la recherche du miraculeux. Ce livre, beaucoup plus dense, est composé de très nombreux chapitres qui recouvrent à chaque fois un thème particulier. Certains chapitres sont liés les uns aux autres, mais ce livre est beaucoup plus difficile d'accès. Le livre dont il est question aujourd'hui, L'homme et son évolution possible, est beaucoup plus condensé et structuré. Et il est construit avec une progression pédagogique. Je le trouve à ce titre fort intéressant pour commencer. On parle énormément du livre Fragments d'un enseignement inconnu dans les groupes de la quatrième voie, que l'on nomme simplement Fragments, mais on parle très peu du livre dont nous parlons aujourd'hui et que cette vidéo vient conclure. Dans Fragments, dit-il, et je cite, « J'y décris comment j'ai rencontré cet enseignement et comment s'est développé le travail. » Fin de citation. Donc je recommande évidemment la lecture de Fragments, mais
Avant de se lancer dans Fragments, je pense qu'il est vraiment intéressant de lire et de relire le livre dont il est question aujourd'hui. Ouspensky, dans ce livre, dans sa 6e conférence, rappelle qu'aucun individu ne peut travailler seul sans l'aide d'une école. Et là, il ajoute, et je cite, « Je dois maintenant vous le spécifier, un groupe de personnes qui décident de travailler par lui-même n'arrivera nulle part parce qu'il ignore où aller et que faire. » Fin de citation. Et il insiste, il met en italique où aller et que faire. Donc il pose ici la question de ce qu'est une école et de savoir si leur organisation à eux du moment est ou non une école. Il avait déjà abordé ce sujet et expliqué que 3 conditions sont nécessaires pour qu'une école soit réellement une école: un travail pour soi-même, un travail pour les autres, un travail pour l'école. Et que pour l'instant, il n'y avait pas vraiment de 3e ligne de travail, un travail pour l'école, et que cette organisation ne constituait pas vraiment une école. Ici, il ne revient pas dessus, mais il fait d'abord référence aux 4 voies possibles de réalisation intérieure dont il a parlé précédemment et dont il parle beaucoup plus précisément dans le livre Fragments. La voie du fakir, la voie du moine, la voie du yogi et la 4e voie. Chacune des 3 premières voies est centrée sur l'un ou l'autre des 3 centres inférieurs, centre moteur pour le fakir, centre émotionnel pour le moine et centre intellectuel pour le yogi. Et chacune des 3 voies est centrée sur le développement de l'un des aspects de l'être, la volonté, le sentiment ou la conscience. La 4e voie travaille sur ces 3 aspects de manière harmonieuse. Cette compréhension des 3 voies, plus la 4e voie, donc 4 voies, dont la 4e voie est la synthèse et la réunification des 3 voies, probablement même l'origine de ces 3 voies. Donc la compréhension de ces 3 voies plus une définit alors la nécessité de l'existence de 4 types d'écoles. 3 écoles plus une, la 4e voie. Une école de la 4e voie. Qu'est-ce qu'une école? C'est d'abord, même dans le langage courant, un endroit où l'on vient apprendre quelque chose. La médecine, la musique, la danse, la naturopathie, etc. Mais ce type d'école, nous dit-il, l'école dont il est question aujourd'hui, ne consiste pas seulement à apprendre quelque chose de nouveau, mais à devenir différent de ce que nous sommes. Et cela fait référence à ces notions de savoir et d'être, dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes, dont je parle dans de très nombreuses vidéos parce que c'est un point extrêmement important de toute initiation, de tout travail sur soi. Donc dans ce type d'école, il s'agit d'une part d'accumuler un savoir nouveau, mais un savoir qui est lié à la connaissance de soi et à la transformation de soi. Mais d'autre part, en même temps, de développer notre niveau d'être. Puisque dans nos sociétés occidentales, disait-il, on reconnaît effectivement qu'il existe différents niveaux de savoir, de la personne qui est totalement ignorante à la personne qui est extrêmement érudite, en passant par toute une gamme de couleurs. Il existe, et on en convient, différents niveaux de savoir. Mais ce que l'on ne reconnaît pas, c'est qu'il existe aussi différents niveaux d'être. Entre une personne, un criminel ou une personne dont les valeurs se sont éteintes et une personne extrêmement vertueuse, il existe des différences. Et quand je parle de vertu, je ne parle pas de compulsion de comportement, je parle de qualités de l'être qui se sont développées. C'est un exemple que je prends pour illustrer d'une manière plutôt facile à observer les différentes qualités d'être entre une personne qui tient sa parole, qui ne se ment pas à elle-même, qui refuse de tuer ou de faire du mal à d'autres êtres, etc., et une personne qui n'a aucun scrupule, il existe différents niveaux d'être. Alors attention, il faut être vigilant et être nuancé par rapport à ce que je dis, parce que certaines personnes sont végétariennes, refusent de tuer des animaux ou même des insectes, sont non violentes parce que leur religion leur interdit ou la morale qu'ils ont reçue le leur interdit. D'autres se comportent de manière altruiste
parce que le surmoi qu'ils ont constitué leur demande de se comporter comme ça, etc. D'autres vont être gentils parce qu'ils ont peur du conflit. Donc ce n'est pas le comportement qui est important, parce que d'autres personnes peuvent faire exactement la même chose, mais ça ne vient pas du même endroit en nous. Si cela vient d'un contact avec l'essence, un contact avec ma conscience qui me montre que tel comportement n'est pas juste, dans lequel je m'abstiens de tomber, c'est ce qu'on appelle la conscience morale objective. Mais si je fais la même chose parce que mon surmoi m'y oblige, par l'éducation que j'ai reçue, par les dogmes culturels ou religieux auxquels j'ai adhéré et auxquels je m'identifie, ça n'est pas du tout un développement de l'être. C'est un comportement compulsif de la personnalité, même si apparemment elle se présente comme une vertu. Les vertus dont je parle sont les vertus qui s'épanouissent dans l'être et non pas des imitations de ces vertus dans le comportement issu de la personnalité et de l'identification à la personnalité. Il dit, et je cite, « La connaissance est nécessaire, mais elle ne peut venir que de ceux qui sont déjà passés par le même chemin. Ainsi, pour être capable de guider le travail, un homme doit-il être passé par une école. Cela veut dire qu'il soit relié à une école ou tout du moins avoir reçu dans le passé l'enseignement d'une école. Celui qui se désignerait de lui-même, qui serait élu à la tête d'un groupe, ne pourrait le mener nulle part. » Fin de citation. Ouspensky explique que les écoles sont ensuite divisées en degrés. Et là, il fait référence aux hommes numéro 1, 2, 3, et aux hommes numéro 4, et aux hommes numéro 5, et ainsi de suite. Il existe des écoles où les hommes numéro 1, 2, 3, qui sont à peu près du même niveau, avec quelques nuances, apprennent à devenir des hommes numéro 4. Puis des écoles où des hommes numéro 4 apprennent à devenir des hommes numéro 5, etc. Les degrés suivants sont beaucoup trop éloignés de nous pour aborder ce sujet. Ensuite, il parle de leur organisation à eux, à l'époque, en disant qu'elle pourrait effectivement, dans un certain sens, être qualifiée d'école, parce qu'ils y apprennent une connaissance nouvelle, connaissance qui est bien liée à la connaissance de soi et à la transformation de soi, et en même temps, ils apprennent à changer leur être ou leur niveau d'être. Il considère qu'une école a deux niveaux, c'est-à-dire une école pour les hommes numéro 1, 2, 3 et un enseignement dans cette école destiné à ceux qui sont déjà devenus des hommes numéro 4, a plus de chances de rendre le travail plus rapide et plus sûr. Mais, dit-il, le terme est réservé à une organisation plus vaste. Et d'expérience, ce qu'il dit est tout à fait vrai, parce qu'une école qui commence a besoin au commencement d'un temps assez long pour voir les premières transformations opérer, et puis des personnes qui rejoignent ensuite un autre groupe de cette école, sans même forcément côtoyer le premier groupe, avancent beaucoup plus vite. Et si un troisième groupe se crée, ce troisième groupe bénéficie de tout le travail et de toute l'énergie dégagée par les groupes précédents et avance encore plus vite. Il y a bien une corrélation entre cette division d'une école en degrés, qui n'est pas forcément seulement liée, comme il le dit, à la richesse d'expérience qu'on peut y trouver, mais qui comporte un aspect peut-être énergétique ou vibratoire, qui fait que même si ces groupes ne se côtoient pas, le travail est de plus en plus opératif et rapide au fur et à mesure où l'école grandit et où les premiers de cordée, comme on dit aujourd'hui, qui ne sont pas forcément vus par les autres là où ils sont, mais où les premiers de cordée tirent ceux qui viennent d'arriver. D'ailleurs, les personnes qui arrivent dans un groupe ont souvent l'impression que celles qui sont là depuis longtemps ne sont pas forcément plus avancées. Ça confirme ce qu'il dit dans la 5e conférence, à savoir que quelqu'un qui est à un certain niveau d'être ne peut pas comprendre et ne peut pas juger quelqu'un qui est à un niveau d'être supérieur. Il va le ramener à sa manière de voir et il va projeter sur lui ce qu'il porte en lui. Seul le supérieur peut reconnaître l'inférieur. La personne qui a un niveau d'être plus développé peut reconnaître une personne qui est au même niveau de développement ou des personnes inférieures. Mais nous ne pouvons pas juger ni même voir réellement ce qu'est une personne d'un être d'un niveau supérieur. Nous avons besoin de développer notre être, de le hisser jusqu'au même niveau pour pouvoir enfin le comprendre. Donc expérimentalement,
tout ce qu'il dit ici, je peux confirmer que d'une manière ou d'une autre, je l'ai vu à l'œuvre. Et je l'ai vu concrètement et expérimentalement confirmé. Il va ensuite lister ce qui est nécessaire pour constituer une école. Premièrement, la nécessité de comprendre les principes du travail. Si on ne sait pas ce qu'on fait ni pourquoi on le fait, il sera très difficile d'avancer. Et deuxièmement, une discipline particulière, bien définie et obéissant à des règles. L'acceptation et le respect de ces règles constituent le premier paiement des élèves, parce que l'enseignement n'est pas gratuit, il faut donner. Il explique que la première règle à laquelle lui-même a été soumis, c'était la promesse de ne rien écrire de ce qu'il entendrait. Écrire dans le sens écrire et publier, je pense. Lui-même ayant pris énormément de notes dans le but de publier parce que c'était un écrivain et qu'il avait déjà écrit des livres et qu'il comptait partager ce qu'il avait appris dans cette école, a donc pris toutes ces notes pour constituer la matière de ses livres. Il a trouvé une résolution à ce problème. Il en parle d'ailleurs, je crois, dans Fragments. Mais pour cela, il faut nécessairement la permission de la personne qui enseigne, qui dirige le travail, qui doit savoir ce que l'on écrit, et si on a écrit quoi que ce soit sur le travail, il faut nommer de qui viennent ces idées et qui en est la source. Personnellement, je nomme constamment M. Gurdjieff, M. Ouspensky, M. Almas pour ce qui concerne l'approche diamant, etc. Je ne cite pas les personnes qui souhaitent rester anonymes, évidemment. Il donne la même consigne à ses élèves, c'est-à-dire ne rien écrire jusqu'à ce que lui-même ait publié son livre Fragments. Une fois que le livre est publié, vous pouvez écrire, dit-il. C'est pour ça que je dis qu'il parle non pas d'écrire des notes pour soi-même, mais d'écrire pour publier. Il mentionne d'autres règles comme l'interdiction de parler si on n'est pas autorisé à le faire de ses idées, c'est-à-dire d'en faire un sujet de conversation banal dans les interactions ordinaires de la vie pour bavarder sans but précis. En revanche, en parler dans un but précis et avec une intention claire et bien déterminée, c'est possible, mais en restant très prudent. Parce que, comme il dit, les gens doivent payer pour ce qu'ils entendent. Je cite, « Ceci est un principe du travail et vous n'avez aucun droit de donner ces idées à des gens qui non seulement ne paient pas pour cela, mais dont on ne peut même pas attendre qu'ils paient. » Fin de citation. C'est une des raisons pour lesquelles je parle essentiellement de l'énéagramme tel qu'il est connu et de l'approche diamant tel qu'il a déjà été publié, sans parler des idées et des méthodes opératives du travail. Et même ces idées, je noie certains matériaux importants dans des vidéos très longues et très denses parce que le premier paiement consiste en un effort de volonté et d'attention pour regarder peut-être même plusieurs fois ces vidéos et regarder toutes les vidéos dans l'ordre pour en extraire le plus important. L'essentiel, comme disait Jésus, il ne faut pas donner de la confiture aux cochons ni des perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Je cite de mémoire, pardonnez-moi si je paraphrase. Vous avez constaté que de plus en plus, dans les films ou les vidéos, on accélère le rythme, le mouvement pour capturer l'attention des personnes. Les vidéos font un peu l'inverse. Elles sont plutôt denses, plutôt monotones, plutôt longues, pour trier les personnes qui sont en capacité de les regarder avec attention, pour en extraire quelque chose, et les personnes qui ont plutôt besoin de se divertir ou d'entendre des messages faciles d'accès, voire rassurants, voire fantasmagoriques, et qui ne sont pas intéressés par ce genre de vidéos ou s'arrêtent aux premières secondes ou aux premières minutes. Ensuite, Ouspensky parle de ses conflits avec M. Gurdjieff, de ses impressions que M. Gurdjieff n'a plus respecté ses propres règles qu'il avait fixées pourtant au commencement et qu'il ne respectait plus lorsqu'il était au prieuré, selon Ouspensky. Je ne préfère pas parler de ce sujet, ce sont pour moi de vaines controverses et cela n'est pas du tout intéressant. Il considère que M. Gurdjieff a échoué à Fontainebleau et cela est, à mon sens, tout à fait discutable. Nul ne peut connaître quelles étaient les intentions véritables de M. Gurdjieff à Fontainebleau, ni comprendre, en tout cas à ce moment-là, toutes les graines qu'il y a semées.
Seul le recul aujourd'hui permet de dire qu'il a, selon toute évidence, réussi, que ce n'était pas un échec. L'enseignement de M. Gurdjieff, même s'il s'est nettement rigidifié, voire sclérosé, est toujours vivant dans certaines écoles et dans certains groupes et refait surface ces dernières années. Toutefois, un point intéressant, c'est qu'il demande à tous ceux qui appartiennent à ces groupes, à lui, Ouspensky, de ne pas parler des raisons de l'échec, échec supposé, de M. Gurdjieff à Fontainebleau, parce que tout cela nourrit l'imagination et nourrit les aspects mécaniques et instinctifs des centres, les mauvaises parties de nous-mêmes, des racontards, des choses qu'on n'a même pas vérifiées, etc. Un autre point intéressant, c'est qu'il dit, et je cite, « Vous devez comprendre que toute règle sert le rappel de soi. Elles ont d'abord leur propre but, puis elles servent le rappel de soi. Il n'y a aucune règle qui ne serve au rappel de soi, bien qu'elle-même puisse avoir leur but. Sans règle, il ne peut y avoir de travail. Quand l'importance des règles n'est plus comprise, les possibilités d'existence d'une école disparaissent. » Fin de citation. Donc c'est très important, cette règle de ne pas parler, par exemple, parce qu'il dit que certains de ses élèves estimaient qu'elle concernait tous les élèves, sauf eux-mêmes, et qu'eux-mêmes avaient le droit de parler de ce qui s'était passé au prieuré d'Avon, juste à côté de Fontainebleau, et donc se permettaient de parler. Or, ressentir cette impulsion négative qui vient de l'aspect instinctif des centres, de parler de ce qu'on ne connaît pas et ne pas y céder, mais faire face à cette pulsion et la reconnaître pour ce qu'elle est et garder le silence est un très bon facteur de rappel de soi. Donc je souscris à ce qu'il dit. Par exemple, dans les groupes de travail, je demande aux personnes de ne pas se couper la parole, de ne pas rebondir sur ce que l'un ou l'autre dit. Sinon, on tombe facilement dans une discussion de comptoir et on sort directement et clairement du travail. Seule la personne qui entre dans ce genre de comportement ne voit pas que l'on est sorti de la présence et que l'on est sorti du travail. Cette règle est là pour favoriser le rappel de soi. La personne parle, ça résonne en moi, j'ai envie de répondre, mais en répondant, je m'interdis finalement de faire face. Pourquoi cela réagit en moi? Qu'est-ce que ça vient mettre en œuvre en moi? Qu'est-ce que ça vient titiller en moi? Et est-ce que je peux simplement observer dans cet acte de rappel de moi-même ce qui se passe en moi? Le fait de ne pas être autorisé à répondre et à partir dans une discussion ordinaire est une aide pour s'observer et se rappeler soi-même. Ça, c'est mon point de vue. C'est la fin de cette première partie de la conférence proprement dite, puis vient un ensemble de questions et réponses dont je vais vous lire, en improvisant, celle qui me semble le plus pertinente. Peut-être qu'il s'agira de toutes les questions. La première question, pourquoi affirmez-vous qu'il est malhonnête de parler de l'enseignement sans dire de qui on l'a reçu? Ouspensky dit « parce qu'en parler sans en mentionner la source équivaut à un vol. Par exemple, vous ne pouvez puiser des idées d'un ouvrage sans le citer. Il n'y a qu'avec mes ouvrages que les gens agissent autrement. Ils volent constamment des idées de mes livres. » Je ne sais pas pourquoi il pense qu'il n'y a qu'avec ses ouvrages, je pense qu'il n'est pas le seul. Donc certes, là, les personnes demandent depuis combien de temps l'école existe et quelle en est la taille. Et il dit que la question est sans objet, elle existait avant cela en Asie centrale. Il fait référence à la confrérie des Sarmoung. Il poursuit, quant à savoir depuis combien de temps elle existait là-bas, il y a des raisons de croire qu'elle a pris cette forme et a été formulée dans ce langage au début du XIXe siècle. Question suivante. Cette connaissance prétend-elle être en rapport avec le savoir ésotérique? Il répond, bien évidemment, sans cela elle serait dépourvue de sens. Une école ne peut naître que d'une autre école, sans quoi elle ne serait qu'une sorte d'invention du mental formateur. Là, il fait référence à l'appareil formateur, que moi j'associe au mental, qui est la partie mécanique du centre intellectuel, qui a une fonction, mais qui usurpe finalement le rôle des autres, et ce qui nous amène à vivre sous l'emprise de ce qu'on appelle le mental, donc du centre formateur, de l'appareil formateur. Question. Il s'agit donc d'une chaîne ininterrompue?
Réponse: il doit en être ainsi, bien qu'on ne puisse pas reconstituer la transmission. On ne peut trouver les liens qu'à travers certaines idées et une certaine terminologie. Bien qu'il adopte une terminologie occidentale, cet enseignement vient de l'Orient. Vous aviez annoncé que vous nous diriez dans quel sens on peut appeler ceci une école. Il répond: je pense avoir répondu. On ne peut se fier qu'à une école possédant 2 degrés. Toute autre école peut être école un jour et cesser de l'être le lendemain, comme il en a été pour l'école de Moscou. J'ai aussi expliqué, il y a longtemps, qu'une organisation peut être une école pour une personne sans l'être systématiquement pour une autre. Cela dépend beaucoup de l'attitude personnelle et du travail personnel. Quelqu'un qui vient dans une école, j'ajoute, sans comprendre le travail, sans savoir pourquoi il est là et sans mettre en place ses propres efforts personnels pour assimiler ce qu'il est venu chercher, n'est pas dans une école, alors que les autres peuvent être, eux, dans une école. Quelqu'un estime que ces écoles sont des êtres vivants et donc demande pourquoi elles meurent. Je répondrai peut-être parce que les êtres vivants finissent toujours par mourir. Mais il dit que c'est un peu vague de voir ça comme des êtres vivants. Mais il dit justement, si les gens meurent, les écoles aussi doivent mourir. Parce que, en fait, il dit que, il a expliqué, l'existence d'une école requiert des conditions. Si les conditions disparaissent, l'école disparaît. Même dans une école classique, une école maternelle par exemple, si les élèves disparaissent, il n'y a plus d'école. Si les enseignants disparaissent, il n'y a plus d'école. Il n'y a pas un directeur ou une directrice, l'école court aussi à sa perte. Une question et une réponse intéressante. Quelqu'un dit: mais les idées peuvent se maintenir. Il répond: les idées ne peuvent pas voler. Elles ont besoin de la pensée humaine. Et l'école n'est pas seulement constituée d'idées. Vous oubliez constamment que les écoles sont là pour accroître notre être. Et là, je fais une digression parce que c'est vraiment très intéressant et très important. Lorsqu'on entre dans ce travail, on a vraiment l'impression qu'on va un jour obtenir une compréhension, avoir un certain savoir qui va, ça y est, nous accorder un éveil intérieur, une réalisation. On a du mal à comprendre que c'est un long, lent et laborieux travail de développement de l'être. L'être a cessé son développement à un stade précoce, à un âge précoce, et on ne peut pas, en un claquement de doigts, récupérer par une compréhension subite, une sorte de satori comme dans les histoires zen, le développement de l'être. Ces histoires zen dans lesquelles le disciple, sur une simple phrase, trouve l'éveil, a travaillé pendant 25 ans, a développé son être, et à un moment donné, l'être arrive à un stade suffisant pour que la phrase qui est donnée par le maître soit comprise, assimilée, alors c'est un satori, une illumination. Mais on a l'impression qu'on peut obtenir la même chose sans les efforts pour développer l'être. C'est impossible. Donc c'est un point crucial qu'il ne faut jamais oublier. Et donc faire preuve de patience et de persévérance, continuer à pratiquer le rappel de soi jour après jour, mois après mois, année après année, décennie après décennie, c'est la bonne attitude. Question suivante. Dans le passé, certaines idées n'étaient-elles pas écrites? Peut-être, dit-il, mais les idées peuvent être notées de diverses façons. Elles peuvent être transcrites de manière à ce que nul ne puisse les lire sans l'aide de ceux qui savent ou comprises sans un changement d'être. Prenez par exemple les évangiles. Ils ont été codés de diverses manières. Pour les déchiffrer, il faut en connaître la clé, sans quoi il s'agit d'un conte suspect au plan de l'histoire et susceptible d'effets nocifs. Là aussi, un esprit ordinaire va imaginer que ces clés sont des clés conceptuelles qui nous permettent de déchiffrer par notre esprit ordinaire ce qui est dit dans les évangiles. Il n'en est rien, à mon sens. Question suivante. L'enseignement fournira-t-il la clé des évangiles? Il répond: plusieurs clés. Mais ne vous attendez pas à recevoir toutes les clés. De nombreuses clés ne peuvent être obtenues qu'à travers un changement d'être. Voilà, c'est exactement ce qu'il dit. Elles ne peuvent pas être une simple question de savoir. De nouveau, vous oubliez l'être. Un changement d'être signifie la création d'un lien avec les centres supérieurs. Les centres supérieurs sont susceptibles de comprendre de nombreuses choses qui échappent à la compréhension des centres ordinaires. C'est exactement ce que je disais.
à savoir que ces clés ne sont pas dans une méthodologie extérieure, mais dans un accroissement de son niveau d'être qui permet d'assimiler un savoir correspondant et qui permet d'accéder aux centres supérieurs qui, eux, par perception directe, nous permettent de comprendre souvent instantanément ce qui est perçu, ce qui est lu. Si vous lisez un livre au début de votre cheminement et que vous relisez le même livre 10 ans, 15 ans, 20 ans après, vous pouvez observer que vous comprenez tout là où autrefois vous pensiez comprendre. Vous croyez comprendre. Ou parfois vous voyez que c'est un petit peu obscur. Et ce qui était obscur pendant 10 ou 15 ans ou 20 ans, à un moment donné, devient clair et évident. Parce que le centre supérieur, notamment le centre intellectuel supérieur, est à ce moment-là accessible et la vérité derrière les mots est perçue directement. Ça devient évident. Et on se dit comment ça se fait que je ne l'ai pas compris avant. De la même manière, dans des groupes de travail, on a tendance à répéter encore et encore et encore les mêmes choses. Et les personnes pensent avoir compris et donc se disent que la personne se répète ou radote. Puis vient une 100e fois ou une 150e fois où on dit la même chose et où la personne dit « j'ai compris ce que tu voulais dire, j'ai compris. Jusqu'à maintenant, j'avais entendu sans entendre, là j'ai entendu et j'ai compris. Ça s'est déposé en moi quelque part. L'être a subi une transformation et à ce moment-là, il était en capacité d'entendre ce qui a été dit. Jésus toujours a dit « Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. » Pourquoi? Parce que leur niveau d'être n'est pas en capacité de permettre une véritable compréhension. Question: l'école est-elle auto-évolutive? Il répond: qu'entendez-vous par là? Si votre question a trait à l'origine des écoles, alors elles ne sont pas auto-évolutives, car une nouvelle école doit toujours naître d'une autre école. Question: une école peut-elle dépasser le niveau de son école d'origine? Il dit oui. Si elle travaille selon les méthodes et les principes du travail d'école, elle peut croître. Mais n'oubliez jamais que le niveau d'une école est lié au niveau d'être des gens qui la constituent. Ça, c'est fondamental. Si le niveau d'être des personnes qui constituent une école n'évolue pas ou involue, et ça peut arriver pour différentes raisons, l'école n'est plus vraiment une école. Il y a rigidification, il y a sclérose. Certains élèves se mettent à imiter l'instructeur commence à favoriser les élèves qui lui ressemblent et à repousser les élèves qui ne lui ressemblent pas. On n'est plus dans une école. Question: vous avez dit qu'on ne peut se libérer qu'en apprenant de ceux qui se sont déjà libérés. Il répond: tout à fait juste, c'est l'allégorie de la prison. Et ceci signifie qu'une école ne peut naître que d'une autre école. Quelqu'un qui s'est évadé d'une prison, je commente, connaît les ficelles pour s'évader. Lui seul peut amener les personnes à s'évader. Quelqu'un qui est encore en prison n'a aucune légitimité, si lui-même n'arrive pas à sortir, pour guider les autres vers l'évasion, vers la liberté. Question: dans une école, la progression de numéro 4 à 5 est-elle possible pour tous ou seulement pour quelques-uns? Ouspensky répond: en principe, il n'y a pas de limitation. Et il dit bien en principe. Mais il faut que vous compreniez qu'il existe une différence énorme entre l'homme numéro 4 et l'homme numéro 5. L'homme numéro 4 est quelqu'un qui a acquis un centre de gravité permanent, mais pour tout le reste, il demeure un homme ordinaire. Là, je commente. L'homme numéro 4 est quelqu'un qui est dans une école, qui est le fruit d'un travail d'école et qui a commencé à équilibrer ses centres et qui a un centre de gravité constitué par l'école, par l'enseignement, et qui, au point de départ, met l'enseignement et le travail comme l'une des choses importantes de sa vie, jusqu'à ce que ce travail devienne la chose la plus importante de sa vie. Là, il commence à avoir un vrai centre de gravité. Mais ce centre de gravité est quand même à l'extérieur. Et progressivement, plus cet enseignement et ce travail sur soi devient la chose la plus importante de sa vie, le centre de gravité de sa vie, plus ce centre de gravité va devenir intérieur. L'homme numéro 5 a un centre de gravité intérieur. Ouspensky continue. L'homme numéro 5 est très différent. Il a déjà atteint à l'unité. Voilà, il possède un moi permanent. Ce centre de gravité, il est à l'intérieur, ce qui permet un moi permanent.
Ouspensky continue, il connaît le troisième état de conscience, c'est-à-dire la conscience de soi. Cela signifie qu'il est éveillé, qu'il peut, chaque fois que c'est nécessaire, se rappeler lui-même et que le centre émotionnel supérieur conduit ses actions. Ceci le dote de nombreux pouvoirs. Bon, là, c'est un point très très intéressant. L'homme numéro 4 a un centre de gravité grâce à l'école. L'homme numéro 5 a un centre de gravité à l'intérieur, que l'école soit là ou pas, qu'il soit dans cette école ou pas. Il a atteint, en tout cas, il connaît le troisième état de conscience, la conscience de soi. Je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Conscience de soi qui permet l'activation, en tout cas qui permet d'être en lien avec le centre émotionnel supérieur, le sentiment et les vertus de l'âme qui se développent, celles qu'on nomme dans l'énéagramme, les qualités et les vertus de l'essence qui se font de plus en plus prégnantes et qui, mois après mois, prennent de plus en plus de place dans la psyché de la personne et dans sa vie quotidienne. Elles deviennent de plus en plus visibles. Même si parfois on peut jouer des rôles et montrer des choses inverses. C'est un peu le propos de la voie du blâme. J'en ferai une vidéo parce que je suis convaincu que M. Gurdjieff pratiquait la voie du blâme. Les hommes du blâme pratiquaient la vertu pour eux-mêmes, pour Dieu, disait-il, mais face au monde, ils pouvaient agir de manière complètement différente, de manière à attirer le blâme. Et là, c'est très intéressant pour diverses raisons en lien avec la quatrième voie, dont je ne parlerai pas. L'homme numéro 5 se rappelle lui-même à volonté. Ça ne veut pas dire qu'il passe sa journée dans le rappel de soi. Quand les conditions sont favorables, c'est possible. Quand les conditions sont plus difficiles, c'est moins facile, mais en même temps, c'est là où c'est plus fructueux. Le rappel de soi qui est mis à l'épreuve par une vie difficile se renforce. Un rappel de soi trop facile risque de nous endormir. Et l'action de l'homme numéro 5 part de ce moi permanent, de ce centre de gravité à l'intérieur, et notamment de ce centre émotionnel supérieur. On pourrait dire, ce sont les vertus qui dirigent l'action, non pas les vertus de la personnalité qu'on a acquis par imitation, auxquelles on se livre par les injonctions du surmoi, mais les vertus qui fleurissent sur le terreau de l'essence qui s'épanouit. Question suivante, le but serait alors de tenter d'atteindre le numéro 5 ? Ouspensky répond « Songez d'abord aux moyens de parvenir au numéro 4, sans quoi il ne s'agira que de fantasmes. » Et ça, effectivement, combien de personnes, tout en restant des hommes numéro 1, 2, 3, se lancent dans une quête spirituelle, nourrissent un ego spirituel, s'imaginent déjà éveillés, un homme numéro 5 par exemple, alors que cela est nourri de fantasmes. Et l'énéagramme nous indique tous ces pièges dans lesquels on peut tomber, et un homme averti en vaut 2, peut-être qu'une femme avertie en vaut 3. Ces personnes qui s'illusionnent être dans un cheminement d'éveil, voire être éveillées, sont extrêmement nombreuses. Il faut commencer par le commencement, essayer de passer de l'état de l'homme ordinaire, homme numéro 1, 2, 3, à l'état de l'homme numéro 4, qui n'est pas éveillé, mais qui est l'intermédiaire, le chaînon manquant entre l'homme ou la femme ordinaire et l'homme ou la femme éveillée. Ouspensky, question suivante, l'homme numéro 4 a-t-il moins de moi? C'est une question intéressante. Les moi, c'est-à-dire que nous sommes constitués sur une division intérieure. Nous ne sommes pas unifiés. Seul l'homme numéro 5 est unifié, et les personnes supérieures, et les êtres supérieurs, évidemment. Nous sommes constitués d'une myriade de moi qui se contredisent les uns les autres, mais que par un système de tampons, de justification, nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas voir. Donc le premier point du travail, l'un des premiers points, c'est de voir cette myriade de moi et leurs contradictions. Ouspensky répond « Il en a peut-être davantage, mais il a sur eux une meilleure maîtrise. » Effectivement, l'homme numéro 4 qui commence à avoir un centre de gravité, ça produit une forme d'aimantation de tous les moi qui commencent à se regrouper plus ou moins autour du centre de gravité. C'est encore difficile puisque les moi sont encore majoritairement dominants et ils font obstacle à ce travail intérieur. Mais ils peuvent être mis au pas progressivement, c'est-à-dire rassemblés autour du centre de gravité jusqu'à ce que ces moi soient reconnus et soient dépassés.
Question suivante. Les objectifs principaux immédiats que vous demandez sont-ils l'élimination de la vie émotionnelle? Évidemment, il répond non, bien au contraire. La vie émotionnelle est de première importance. L'enseignement mentionne l'élimination des émotions négatives, ou on pourrait dire émotions désagréables. Les émotions négatives constituent un état intermédiaire entre la santé et la folie. Ça, c'est un point très, très intéressant. Il continue. Un homme dont le centre de gravité se situe au niveau des émotions négatives ne peut être déclaré sain et ne peut se développer. Pour cela, il doit d'abord devenir normal. Là, c'est un point intéressant parce que je fais souvent le lien avec l'Advaita Vedanta et notamment l'enseignement de Swami Prajnapada, l'Adhyatma Yoga. Swami Prajnapada disait: vous ne pouvez pas passer de l'anormal, anormal, non normal, au supranormal sans passer par le normal. Il est d'abord important d'équilibrer la personnalité et d'équilibrer l'individu avant de vouloir passer à l'homme numéro 5. Nous devons d'abord devenir un homme normal, un homme numéro 4 quelque part, qui serait normal dans une civilisation où l'être est placé au centre, où l'équilibre entre le savoir et l'être est placé au centre et où toute l'éducation concourrait à cet équilibre. L'homme numéro 4 doit être notre état normal, mais nous vivons dans un état anormal, aberré. Donc nous devons d'abord devenir normal avant de prétendre devenir supranormal. Et l'émotion négative est effectivement le fruit de l'imagination, du fonctionnement mécanique des centres. Un homme numéro 5 ne connaît plus la grande majorité des émotions que nous connaissons. Il vit à partir d'un autre espace et les centres, dans l'espace de la conscience de soi, fonctionnent de manière beaucoup plus harmonieuse. Et les émotions grossières laissent place à des émotions beaucoup plus subtiles, beaucoup plus réelles, à des sentiments. La personne dit: si j'ai parlé d'élimination de la vie émotionnelle, c'est que vous avez dit que potentiellement toutes nos émotions sont négatives. Intéressant, il répond: oui, potentiellement, mais cela ne signifie pas qu'elles deviennent toutes négatives en nous. Pour notre développement, le centre émotionnel est le plus important. Il y a bien des choses que nous ne pouvons comprendre qu'avec notre centre émotionnel. Le centre intellectuel est très limité. Il ne peut nous mener bien loin. Le futur appartient au centre émotionnel. Je fais un aparté parce que on peut déjà se rappeler que le centre intellectuel travaille avec un hydrogène plus grossier et est beaucoup plus lent, et donc beaucoup plus limité. Le centre émotionnel est extrêmement rapide, incomparablement plus rapide que le centre intellectuel. Il continue. Donc il avait dit: le futur appartient au centre émotionnel, mais il doit être compris que les émotions négatives ne se situent pas réellement dans le centre émotionnel. Elles sont contrôlées par un centre artificiel et c'est la seule raison pour laquelle nous pouvons nous en défaire. Si leur centre était réel et non artificiel, il n'y aurait aucune chance de nous en débarrasser, car cela signifierait que ces émotions sont utiles ou qu'elles peuvent le devenir d'une manière ou d'une autre. Ce centre artificiel provient d'un mauvais travail constant de la machine humaine. Il n'y a rien en lui d'utile. À cause de cela, les émotions négatives peuvent être éliminées. Elles ne servent à aucune fin utile. Donc là, je commente, c'est un point vraiment important qui ne peut être compris que lorsque ces émotions négatives commencent déjà à s'apaiser et à laisser la place à des émotions beaucoup plus réelles, au vrai centre émotionnel qui nous permet la liaison avec le centre émotionnel supérieur. Lorsque ces émotions négatives finissent par disparaître sous l'action de la conscience de soi, on comprend qu'elles ne sont qu'une projection du mental et qu'elles n'avaient aucune raison d'être. Nous les avons entretenues pour une raison d'identité, pour une raison de continuer à exister à travers ces émotions. Nous les avons inconsciemment entretenues. Mais comme nous les entretenons, nous pouvons aussi nous en débarrasser. Surtout pas en réprimant ces émotions négatives. C'est le gros problème, notamment dans la 4e voie. Ça n'est surtout pas la bonne manière d'agir. Au contraire. Je vous renvoie vers la vidéo en haut à droite de votre écran ou dans la description.
vers la sérénité, l'alchimie des émotions, comment se comporter face à ces émotions. Entre nos habitudes ordinaires d'exprimer nos émotions ou de réprimer nos émotions, il existe une troisième voie. Question: ainsi, aucun de nous n'utilise correctement son centre émotionnel? Il dit pourquoi pas. Elle répond: vous avez dit que nous étions dépourvus d'émotions positives. Ouspensky répond: les émotions positives sont une toute autre affaire. Elles sont un attribut du centre émotionnel supérieur. L'homme numéro 5 ressent des émotions positives. Toutes nos émotions peuvent devenir négatives, bien que, comme je l'ai dit, cela ne signifie pas qu'elles vont toutes le devenir. En même temps, nos émotions ne sont pas stables aussi longtemps qu'il n'y a pas de contrôle et que nous sommes endormis. À mesure que nous nous éveillons et que nous en acquérons la maîtrise, elles deviennent de plus en plus stables. Je commente: une stabilité intérieure émerge avec la conscience de soi, une pacification émotionnelle qui permet à des états, à des qualités de l'essence, la paix, la joie, une joie subtile, la tranquillité, la sérénité, d'apparaître. Et d'apparaître de manière stable et durable. Comme disait Jésus, la paix qui dépasse tout entendement et qui, même dans des situations d'adversité ou d'épreuve de la vie, n'est pas altérée, ne disparaît pas, persiste en arrière-plan. Un arrière-plan qui devient de plus en plus important et qui prend de plus en plus de place jusqu'à ne plus vraiment être un arrière-plan. Question: une école souffre-t-elle lorsqu'un de ses membres enfreint une règle? Il répond: cela dépend de l'importance de la règle. En brisant une règle, il risque de briser l'école. Ou alors, si une règle est enfreinte, l'homme qui dirige l'école peut décider de la fermer. Je ne vais pas commenter, c'est clair. Vous dites, question suivante, qu'une école comportant 2 degrés est plus efficace. Comment une de ces parties peut-elle soutenir l'autre? Il répond: vous ne pouvez apprendre cela que par la pratique. Si une école comporte 2 niveaux, elle a beaucoup plus de possibilités. Je commente, effectivement, c'est par l'expérience. On peut comprendre que, énergétiquement, un premier groupe qui travaille depuis plusieurs années va soutenir le deuxième groupe et ainsi de suite, le deuxième degré. Mais cela est beaucoup plus efficace quand on le voit se réaliser, quand on voit à quel point c'est vrai, quand on voit que les progrès du deuxième groupe sont beaucoup plus rapides et que les progrès du troisième groupe qui est arrivé 6 ans après, par exemple, est encore plus rapide. Mais en même temps, on pourrait dire que c'est dommage pour les personnes qui ont dû pénétrer dans la jungle et qui ont frayé le chemin pour les autres, sauf qu'ils ont acquis certaines compétences, une discipline, une autodiscipline, qui peut faire défaut aux personnes qui ont des fruits beaucoup plus facilement. Donc, tout est dans tout, il y a toujours un équilibre. Peut-être que les personnes qui étaient là au commencement étaient les personnes qualifiées pour entrer dans la jungle et, à coups de machette, commencer à frayer un chemin, en rendant plus facile l'exploration pour des aventuriers un peu moins chevronnés et en rendant ensuite encore de plus en plus facile pour les personnes qui sont encore moins chevronnées. Question suivante: cet enseignement est-il implanté dans d'autres pays d'Europe? Il dit: je ne l'ai jamais entendu dire. Bon, ça s'est beaucoup développé par la suite. Aujourd'hui, c'est présent dans de nombreux pays d'Europe, si ce n'est tous les pays. Question suivante, intéressante: la vie communautaire est-elle liée à l'organisation des écoles? Il y répond: cela dépend de quelle sorte de vie communautaire vous parlez. Par exemple, il y avait en Russie ce que l'on appelait les colonies Tolstoï. La plupart d'entre elles ont vécu la même histoire. Des gens décidaient de vivre ensemble, acheter un peu de terre et ainsi de suite. Et puis, après les 3 premiers jours, ils commençaient à se quereller et le projet ne menait nulle part. Ça me fait un peu sourire parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis 20 ans et j'observe que dans toutes les communautés, il y a toujours ce genre de querelle. Au point de départ, il y a une sorte de lune de miel et très vite, l'ego des uns et des autres se met à jouer sa partition et en général, j'ai vu par exemple des personnes qui ont fondé une communauté se faire virer par les membres de la communauté ou d'autres, au contraire, imposer leurs diktats et puis soutirer de l'argent et renvoyer les personnes qui avaient mis le plus d'argent parce qu'elles ne voulaient pas forcément aller dans sa direction, etc. C'est très compliqué. Donc la question suivante:
je voulais parler d'un groupe de personnes qui vivraient dans le même bâtiment. Cela dépend en premier lieu, dit Ouspensky, par qui sont organisées les conditions. S'il s'agit de leur propre organisation, il n'en sort généralement rien. Mais si une école organise cette communauté selon des règles et des principes bien définis, en certains cas, cela peut être utile. J'ajoute, c'est ce que M. Gurdjieff a fait au prieuré, notamment. Question suivante, toujours dans le même thème, la personne qui organise l'école détient-elle l'autorité? Il répond, elle a la responsabilité, donc elle doit donc aussi détenir l'autorité. Question, d'où son autorité lui vient-elle? Réponse, de ses connaissances, de sa compréhension, de son être. Donc là, c'est un point important parce qu'aujourd'hui, on a un petit peu cette notion de la diabolisation d'une société patriarcale et donc de toute notion d'autorité. Or, dans l'enseignement initiatique, il y a un aspect pyramidal. Il y a une personne qui est issue d'une école, qui a atteint un certain degré, par exemple l'homme numéro 5, et qui est habilité à créer une école ou une communauté. Mais cette communauté est composée d'un homme numéro 5 et de plein d'hommes numéro 1, 2, 3, qui au bout d'un moment pensent qu'ils sont tout aussi évolués que l'homme numéro 5 et ne comprennent pas pourquoi ça serait l'homme numéro 5 qui prendrait les décisions et pas eux. Donc, cette notion est importante parce qu'aujourd'hui, ça devient compliqué de créer une communauté basée sur ces règles, puisque on a l'impression que tout doit être démocratique ou sociocratique, et il y a une sorte d'allergie à l'autorité. Mais du coup, cette structure n'est pas propice à la création d'une communauté. En tout cas, cette mentalité n'est pas propice à la création d'une communauté, en tout cas d'une communauté de travail intérieur. Question, ne pas pouvoir poursuivre l'enseignement n'est-il pas pire que de ne jamais avoir commencé? Il répond, si vous avez commencé, nul autre que vous-même ne peut vous arrêter. Ça, c'est très intéressant. Question, comment concilier cela avec ce que vous avez dit au sujet de l'absence de garantie? Il répond, en toute logique, tout dépend de votre travail. Comment puis-je garantir votre travail? Elle répond, toujours la même personne, il répond, mais la possibilité de travailler demeurerait, je veux dire si quelqu'un travaille. Il répond, à condition d'exclure les catastrophes. Nous vivons des temps très incertains. À propos de garantie, ce que nous pouvons obtenir dépend de nos propres efforts et on est obligé de travailler à ses propres risques. Mais après un certain temps, on commence à voir, j'ai obtenu ceci que je n'avais pas avant et j'ai eu cela que je n'avais pas avant. Ainsi, petit à petit, on devient plus sûr de soi. C'est-à-dire qu'on commence à voir, je commente, des aspects que l'on n'avait pas avant, des schémas dans lesquels nous ne tombons plus, des compréhensions beaucoup plus fines que nous n'avions pas, une sérénité dans l'adversité que nous n'avions pas, une maîtrise de ses émotions, par exemple pour un énotype numéro 4, que nous n'avions pas avant. Nous commençons à voir des choses de nous que nous ne voyions pas avant. On est de moins en moins dupes. Ce sont des fruits qui ne doivent pas être pris pour un objectif, mais simplement comme des signes que nous sommes sur le bon chemin et des invitations à continuer ce cheminement. Dernière question. Je suppose aussi que vous ne pouvez donner aucune garantie quant au fait qu'une personne puisse souffrir d'illusions concernant son expérience personnelle. On peut prendre l'illusion pour la réalité. Il répond, oui, c'est très facile, mais si l'on se souvient de tout ce qui a été dit, on apprend à faire la différence. J'ajoute, encore faut-il avoir envie de faire la différence et de ne pas sombrer dans cette tendance que nous avons à aimer nous identifier, à aimer nous mentir à nous-mêmes, à aimer tomber dans l'imagination et surtout à refuser l'idée de nous voir tels que nous sommes. Il suffit que quelqu'un qui se sent très éveillé se voit pointer une problématique profonde par quelqu'un pour que cette personne réagisse extrêmement mal, voire rejette la personne pour ne plus entendre. Quelqu'un qui est réellement éveillé, s'il entend une remarque, a priori, a tendance, en tout cas peut avoir tendance à en profiter pour questionner. Pourquoi cette personne? Peut-être que c'est une projection, peut-être qu'elle voit quelque chose que pour l'instant je ne vois pas. Donc c'est une remise en question permanente. Mais tout le monde n'a pas cette capacité d'accepter
une profonde remise en question. C'est ce qui fait que certaines personnes peuvent dévier. On peut être potentiellement un homme numéro 5, mais rien n'est acquis tant que l'on n'est pas un homme ou une femme numéro 7. Donc, un homme numéro 5, s'il cesse son travail ou s'il se met à travailler dans une mauvaise direction, par exemple, si ses centres n'ont pas été correctement équilibrés, va avoir une tendance à se crisper, à se rigidifier, et son être va cesser d'évoluer. Et rien ne stagne. Donc, si l'être cesse d'évoluer, il redescend. Et un homme numéro 5 peut redevenir un homme numéro 1, 2, 3 s'il n'est pas vigilant. C'est là-dessus que je conclurai cette vidéo. Je vous donne rendez-vous peut-être dans 15 jours pour la dernière vidéo sur ce livre, L'homme et son évolution possible, un résumé global du livre et de toutes ces idées que je vais organiser, peut-être différemment, je ne l'ai pas encore réalisé, mais de la manière la plus pédagogique et la plus accessible. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.